Bonjour à tous, merci d'être présent aujourd'hui. Avant qu'on attaque cette présentation, j'aurais juste une petite question. Qui a déjà utilisé Chef, Puppet ou Vagrant? Si vous pouvez lever la main, que je me fasse un peu une idée. D'accord, ok, merci. Donc cette présentation va être un peu atypique en sens où j'ai pris un biais qui est de présenter les outils de DevOps utilisés de manière assez atypique. Donc pas tellement pour faire de la production avec des serveurs, des web apps, qu'on a un peu l'habitude de faire maintenant avec des outils DevOps, mais justement de les détourner un petit peu de leur fonction principale dans un contexte complètement différent. Malgré ça, tout ce qu'on va aborder dans la présentation sera quand même utile si votre problématique est juste de déployer des applications J2E ou autres en production. Les concepts sont les mêmes, c'est juste une approche un petit peu plus originale. Donc pour me présenter brièvement, je suis directeur technique chez StepInfo depuis un peu plus de 4 ans maintenant, ça fait 10 ans que je suis là-bas. Je suis aussi intervenu sur d'autres salons, notamment Devoxx en Belgique, Java One et autres, plus dans un contexte cloud computing, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc mon expérience principalement 12 ans, enfin un peu plus de 12 ans d'expérience, surtout Java, Groovy, un peu tous les langages, Ruby, JavaScript, etc., etc. Je m'intéresse un petit peu à tout. Ce que j'ai parmi dessus, donc tout ce qui touche au DevOps depuis 2 ans à peu près maintenant, le cloud dont j'ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est NoSQL et beaucoup de l'électronique embarquée aussi. Voilà. Pas mal de projets open source aussi sur lesquels je travaille, notamment sur du provisioning de services comme du Rio, dans des projets un peu plus classiques qui datent du Xdoclet, de l'Expecware s'il y a longtemps, sur de la partie AOP, etc., etc. Donc vous pouvez me retrouver vite fait sur Twitter, voilà, sur Jean Bernard et le blog aussi. Je m'attendrai pas là-dessus, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Donc le fil conducteur de la présentation, en fait, c'est un cas concret, un projet qui a démarré en début d'année dernière, où on a eu une problématique, enfin pas une problématique, mais on a voulu monter un nouveau projet qui était de mettre en place un environnement pour des formations internes. Et on voulait gérer un cadre où globalement on puisse facilement transformer des postes qui sont plutôt adaptés à des postes de développement sur lesquels il y a des développeurs qui travaillent en journée, à un mode où assez rapidement on peut réutiliser des postes, les transformer en postes de formation sans que le développeur, quand il revient le lendemain, il se retrouve avec une machine inexploitable. Et donc là-dessus, on a pas mal essayé d'innover, à la fois en jouant beaucoup sur du e-learning, où on a toute la partie théorique et vidéo qui finalement fonctionne un petit peu comme on a l'habitude de le voir sur le player Devoxx, notamment en Belgique. Je sais pas quand est-ce que les vidéos françaises seront en ligne, mais c'est un peu le même système où on a de la synchro de slide avec des vidéos à côté. Donc toute la partie théorique en fait est dans ce mode-là. Et derrière, on a des parties TP qu'on organise donc en structure et sur lesquels on a des formats quand même assez longs, puisqu'on va environ sur des formations qui font 8 à 10 heures en cumulant théorie plus pratique. Alors ça fluctue un peu suivant les différents sujets. On retrouve généralement de 2 à 4 heures de vidéos, donc des présentations assez longues et assez complètes, et 4 à 6 heures de pratique qu'on fait sur des formats soir en semaine, en fait, étalés sur plusieurs semaines. On en reparlera aussi, il y a des petites problématiques assez intéressantes où en fait dans la même semaine on peut être amené chaque soir à changer de sujet, donc on peut aussi avoir plusieurs formations finalement en simultané à travers les différentes semaines. Donc là aussi où ça implique des changements assez rapides et assez intéressants à gérer. Pour faire un historique très rapide du projet. Donc on avait démarré en fait le chantier dans les très grandes lignes en fait en début d'année dernière. On a commencé à rencontrer au sein de StepInfo donc là une bonne partie de collaborateurs qu'on pressentait comme étant de bons formateurs. Donc vers le mois de février. On n'était pas vraiment encore à temps plein sur ces projets-là, enfin sur ce projet-là jusqu'à cette date-là. Avril-mai, on a commencé à s'intéresser plus à tout ce qui est finalement montage vidéo, comment organiser un genre de studio dans lequel faire l'enregistrement ou ce genre de choses. Donc des problématiques qu'on va pas trop aborder dans la présentation. Si vous voulez en discuter avec moi après, il y aura pas de souci. Et donc en fait, concrètement, le timing est assez serré. C'est un peu le point que je voulais mettre en avant dans cette frise. C'est que on a reçu le matériel qu'on avait commandé donc pour organiser le plateau de formation début août. On avait en gros une quinzaine de jours pour une fois que la solution technique avait déjà été un peu qualifiée pour la mettre en œuvre sur 14 machines environ. Et on avait la première formation qui démarrait début septembre, donc finalement première quinzaine d'août qui a servi
donc à installer correctement l'infrastructure de DevOps, et la deuxième qui servait plutôt à qualifier les premières formations, s'assurer qu'on allait pouvoir tenir un environnement qui tienne la route. Donc comme je le disais tout à l'heure, en fait, on a un parc qui est constitué, alors qui est un peu fluctué, mais qui globalement est à peu près constitué de 14 postes. On avait commandé 11 nouvelles machines sur lesquelles on a pris des configurations correctes, mais pas non plus surdimensionnées. Des simples Core i5, des quad-core en i5 avec 8 Go de mémoire, une machine correcte mais sans plus. Et on a recyclé 3 postes qui est à peu près exploitables pour les transformer pour ça. Donc l'idée c'était, une fois ces machines reçues, de réussir à finalement installer rapidement évidemment les 14 postes en 15 jours entre l'installation des postes physiques et tous les outils DevOps que je vais aborder un peu après. Il y avait quand même pas mal de choses à faire et à qualifier. Et plus que juste installer pour lancer et assurer la première formation, c'était surtout comment s'organiser pour que ça va vivre tout ça. On est sur des rythmes assez soutenus de formation. Comment on fait pour éviter de devoir réinstaller à chaque fois, perdre un temps de fou, et donc vraiment le côté maintenance et facilité à faire évoluer finalement la solution qu'on met en œuvre. Je vais rapidement passer sur les solutions qu'on a regardées et qu'on a un peu rejetées pour différentes raisons. Donc la première, c'était ce que j'appelle les solutions de type Ghost. Donc l'idée, en fait, finalement, d'avoir un genre d'image qui représente la totalité de la machine, qu'on redéploierait avant chaque formation. Donc ça, on a rejeté ça pour plusieurs raisons. Première, c'est que en alternative open source, on en a trouvé, mais qui était plutôt orienté Linux. Dès qu'on voulait sortir cet environnement, ça commençait à poser des difficultés. L'autre problème, c'était les temps de déploiement. On parle souvent d'images qui font plusieurs gigas. Quand vous multipliez par 14 machines, même si vous avez du gigabit, ça va pas tenir la route. Je vous invite d'ailleurs, parce qu'on a fait des petits prototypes aussi là-dessus, à regarder le projet de Twitter qui s'appelle Murder. On en avait parlé pas mal, je crois, il y a une bonne année maintenant, qui est un genre de BitTorrent un petit peu optimisé, en sens qu'ils arrivent à jouer sur les canaux full duplex des réseaux gigabit. Donc très schématiquement, on a une source qui pousse sur une première machine, et une fois que la première machine a reçu par exemple les 10 premiers mégas des 10 gigas récupérés, en fait elle pousse elle-même ces 10 mégas vers la deuxième machine, et en fait ça fonctionne en chaîne comme ça. Donc l'avantage c'est que on fait saturer complètement la ligne gigabit en download et en upload, et on évite d'avoir un master qui essaie de déployer partout. Quand on avait fait des petits tests, pour info, on passait de quasiment 8 heures pour déployer une dizaine de gigas sur 14 machines avec un seul serveur en frontal, qui était le seed en fait, à un mode où on descendait à un peu plus de 10 minutes. Donc c'est des stratégies qui peuvent être assez sympas, même si on l'a rejeté finalement, parce que le problème c'est que ces 10 minutes, c'est pas tellement les 10 minutes, mais c'était le problème de la maintenance en fait du master. On voulait pas s'amuser à devoir reconstruire un master à chaque fois qu'on faisait évoluer nos environnements logiciels. Donc la deuxième solution qu'on a rejetée, c'est l'idée de réinstaller complètement les machines. Donc là, en automatisant, en fait, nos machines physiques, j'en reparlerai tout à l'heure, mais tournent sur des Ubuntu, version desktop donc, et on aurait très bien pu effectivement faire le choix de réinstaller à chaque fois complètement tout l'environnement. Le problème, c'est que on répondait pas bien aux besoins de comment je fais quand il y a un collaborateur qui est en train de bosser sur un projet, le soir il y a la formation, le lendemain il revient, il s'attend à retrouver son projet. Donc ça aurait voulu dire faire le genre de backup qu'on restaure après. Enfin, ça se sentait un petit peu le truc compliqué et un peu superflu. Donc on a éliminé cette solution là aussi. Une autre variante qui est assez proche finalement de la deuxième solution, c'est l'idée de jouer sur des comptes utilisateurs, de détruire des trucs, de détruire des comptes, de créer des comptes avant la formation, les détruire après. Et donc on aurait créé autant de comptes qu'il y avait de formations par exemple pour pouvoir gérer 2 ou 3 formations en pseudo simultané, en tout cas réparties sur la même semaine. Donc là pareil, on a acheté cette solution là parce que le problème que ça pose, c'est que chaque formation a déjà besoin de tel ou tel logiciel, et on voulait surtout pas que au final on termine avec un poste où on a tous les logiciels de la Terre installés dedans et que la machine soit hyper lente parce que tout tourne dedans. Et qui plus est, ça répondait pas vraiment à la problématique Windows et comment on peut gérer ces cas particuliers. Voilà, brièvement sur les solutions qu'on a rejetées. Alors, juste avant que je présente un petit peu la solution qu'on a retenue, je voulais juste m'attarder un petit peu sur le terme DevOps. Alors, m'attarder très très rapidement parce que je veux surtout pas me risquer une définition qui prête à beaucoup trop de polémiques. Par contre, je voudrais juste insister sur un petit point finalement dans tous les concepts qui est autour du DevOps.
Tout le monde comprend bien la séparation en deux mots dev et ops, donc quelque part s'attend à ce qu'on parle d'une genre de culture en entreprise, façon de parler, d'une genre de travail en équipe où les développeurs travaillent en collaboration avec les opérationnels. Pour autant, il manque quelque part dans l'acronyme l'objectif de ce tandem-là, parce que quelque part, des développeurs qui travaillent avec des opérationnels, ça existe depuis longtemps, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est peut-être un petit peu nouveau, c'est l'idée que tout le monde travaille dans un but identique, qui est vraiment d'améliorer la partie business, les métriques business, comment on peut améliorer un petit peu la performance au global de l'entreprise, et ce qui est peut-être un petit peu le côté un peu nouveau qu'on retrouve pas forcément directement intégré dans l'acronyme. L'autre dernière petite remarque, c'est finalement quel rapport avec le projet que je vais présenter aujourd'hui. Finalement, quelque part, si je tire un gros parallèle, pour moi, le dev, c'est les stagiaires qui viennent à la formation. Les opérationnels, pour l'instant, c'est moi. J'espère que demain, il y en aura un peu plus. Le business, finalement, c'est les formations, ou plus particulièrement le fait que les stagiaires qui viennent aux formations soient contents. Et donc pour ça, il faut s'assurer que tous les environnements sont prêts, tournent bien, qu'il n'y aura pas de plantage, etc. Et voilà. Donc, la solution retenue. Alors, c'est un mix de pas mal de choses qui interviennent à différents niveaux. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps, en fait, une genre de big picture. Et on reviendra de manière plus détaillée sur les différentes briques qu'on utilise, qui interviennent à différents moments en plus. Donc, la même brique les mêmes logiciels interviennent à différents niveaux. Globalement, on fait un mix où on fait de la virtualisation. Et donc, on commence, en fait, par les postes physiques qu'on retrouve tout en bas. Donc, je les ai pas mis tous, mais c'était pour illustrer uniquement. Sur lesquels on fait donc tourner, comme je disais tout à l'heure, des Ubuntu version desktop. On a automatisé en fait l'installation de ce côté-là. Alors on a, je dirais, quasi automatisé, en sens qu'on a quand même fonctionné avec une image sur CD. On n'a pas fait du boot réseau. Pour autant, il manquait pas grand-chose parce qu'en fait, on a quand même fonctionné dans un mode où tous les réglages étaient scriptés et on n'avait pas du tout à intervenir au niveau clavier. Donc ça bootait sur le disque et tout se passait tout seul. Donc là c'était surtout un manque de temps pour pas avoir fait la partie boot réseau. J'en profite pour ceux qui voudraient s'aventurer dans notre côté même chemin, quand vous raisonnez en version desktop et que vous voulez faire scripter les installations, ne prenez surtout pas l'image classique de la version desktop qui est tout en graphique, prenez la version alternate qui est une version textuelle qui se prête très bien à l'automatisation, sinon vous allez avoir de grosses difficultés pour automatiser les choses. Donc en fait, suite à cette première étape, on termine finalement avec un Ubuntu assez classique version desktop installé, sur lequel on a juste un petit peu personnalisé, francisé principalement, pas beaucoup plus que ça, et sur lequel on préinstalle Chef. Donc une fois que ça c'est fait, globalement via un poste quelconque, en l'occurrence le mien la plupart du temps, je déclare en fait la machine qui vient d'être installée au niveau d'un serveur Chef, de manière à ce que ce serveur soit au courant du fait qu'il y a une nouvelle machine. Et on lance enfin le client chef qui tourne donc par défaut toutes les 30 minutes sur les différentes machines, de manière à ce que en fait ces notions de cookbooks ou recipes qu'on va voir tout à l'heure, qui sont des genres de recettes finalement sur comment installer tel ou tel logiciel, puissent être appliquées et poussées en fait dans ces machines-là. Donc on va faire un focus tout à l'heure sur cette partie-là. Donc ça c'est le premier niveau qui est ce que j'appelle le niveau infrastructure physique. Via Chef en fait, donc le chef qui a en fait tout là-haut, le serveur Chef, on installe aussi, donc on reviendra tout à l'heure dessus, la VirtualBox qui est nécessaire pour faire tourner toute l'infrastructure de virtualisation. Donc derrière, comment ça se passe la partie virtualisée? Donc l'idée c'est qu'en fait on offre aux stagiaires qui viennent en formation ou même aux développeurs un environnement virtualisé dans lequel ils sont complètement autonomes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils sont admin système, ils ont le droit de tout faire, contrairement à la machine physique où ils ne peuvent quasiment rien faire. Et l'idée c'est justement, et c'est là où on va voir comment justement on peut facilement gérer toutes ces images virtuelles, comment on peut les créer, comment on peut les faire fluctuer dans le temps assez rapidement. Et donc pour ça en fait on s'appuie sur plusieurs outils. Le premier qu'on verra c'est VWI qui nous permet en fait de créer ce que j'appelle un master, c'est pas tout à fait le bon terme. Le vrai terme officiel c'est Basebox, mais ça parle pas forcément à tout le monde. Je trouvais plus simple de parler d'un master. Et une fois que ce master est créé, finalement on s'appuie sur Vagrant, qui lui est capable d'aller récupérer le master sur un endroit généralement qu'on met sur le réseau, et aussi de s'appuyer sur des recettes chef qu'on va cette fois-ci non pas faire tourner sur les postes physiques, mais sur les postes virtuels. Donc on a du chef à deux niveaux. Voilà, c'était un peu le point sur lequel je voulais insister. Je reviendrai encore un peu dessus derrière. Donc justement, Chef, à quoi il nous sert? Donc il nous sert en fait à automatiser des installations, mais pas uniquement. Il nous sert aussi à gérer finalement tout ce qui est configuration de la machine, et pas juste pour le faire en une fois, c'est juste s'assurer que dans le temps, on ait toujours un environnement qui tienne la route. Donc là, par défaut, Chef tourne toutes les demi-heures, donc toutes les demi-heures, il vérifie que tout ce qui devait être fait est fait.
Et s'il y a eu des changements, par exemple, qui ont été faits en local, qui n'auraient pas dû l'être, ils sont écrasés, on revient à une configuration qu'on veut maîtriser. Donc ça, c'est un point intéressant. Sur la partie justement, bon voilà, donc le point que j'indiquais, donc garantir dans le temps la bonne configuration des machines. L'autre intérêt de Chef, qui est un petit peu un concurrent, façon de parler à Puppet, hein, qui est aussi une alternative, qu'on aurait pu utiliser à la place, c'est une grande communauté qui s'est lancée, enfin Chef s'est lancé un peu plus tardivement que Puppet, est venu plutôt du monde Rails, donc vous retrouvez beaucoup de recipes ou cookbooks prêtes vraiment pour du Rails, mais on retrouve beaucoup de choses aussi pour le dev Java, donc là ça c'est pratique. La particularité de notre projet, c'est que nous on raisonne plus en desktop finalement qu'en version serveur, donc on a beaucoup moins de cookbooks prêtes à l'emploi, même si on a pu en utiliser certaines comme installer des JDK ou autres, on a besoin de le faire sur des serveurs, on a besoin de le faire sur des environnements de développement, donc voilà, ça c'est un petit peu le côté qui nous diffère finalement de la prod un peu classique. Donc je referai un point, oui, donc une console d'administration que je vais vous montrer tout à l'heure aussi, qui permet dans un mode client-serveur de voir comment il fonctionne, de voir l'état des machines, est-ce qu'elles sont à jour, est-ce que Chef attendait régulièrement dessus, ou est-ce qu'il est planté depuis un moment, etc. On reviendra sur Chef, sur la partie virtualisation, on va l'utiliser dans un mode un peu différent, au lieu de fonctionner en mode client-serveur, on fonctionnera dans un mode finalement où il tourne tout seul sans serveur. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, sur des machines physiques, c'est un parc qui est assez figé finalement, on a un certain nombre de machines, on peut être amené à faire augmenter ou baisser la taille du parc en fonction de nos besoins, mais ça reste assez exceptionnel. Alors qu'à l'inverse, finalement sur des VM, on peut être amené à en créer très rapidement, à les détruire une fois que la formation est finie. Donc finalement la topologie, si je caricature un petit peu, fluctue beaucoup. Et étant donné que Chef est quand même pensé sur un genre d'inventaire de machines en mode client-serveur, c'est un peu pénible en fait de désinscrire des machines, enfin des clients Chef en fait. Donc ça peut s'automatiser, mais c'est un peu pénible, un peu superflu comme on le verra. Donc voilà, on a vraiment deux manières différentes d'utiliser Chef suivant qu'on fonctionne au niveau physique ou au niveau virtuel. Alors, la console Chef, donc là j'ai fait une petite capture d'écran assez simple où on retrouve une partie des machines. Le point important, et je réinsisterai un petit peu dessus un peu plus tard dans la présentation, faites très attention au nommage des machines. Chef repose énormément sur les serveurs DNS. Donc autant si vos IP changent, je le gênera pas trop. Par contre, si derrière mon poste f01.stepinfo.info marche plus, on va commencer à avoir des soucis. Donc le classique qu'on a utilisé, c'est de faire ce qu'on appelle du DNS masquerading. Donc en fait, on a un genre de serveur DNS qui sert juste de proxy vers les vrais serveurs DNS, que ce soit celui du FAI, OpenDNS ou le DNS Google ou peu importe, et qui réécrivent en fait juste certaines zones. Donc en l'occurrence le stepinfo.info qui depuis le siège résout différemment, alors que depuis l'extérieur ça ne marche absolument pas ces domaines-là. Donc ça c'est un moyen simple justement de contrôler un petit peu votre infrastructure DNS sans trop vous prendre la tête, ça s'installe facilement. Ce qu'on verra pas trop dans la présentation non plus, c'est toute la notion de rôle. Globalement, on voit qu'il y a un onglet un peu là-haut derrière, peut-être pas très lisible, mais globalement des rôles, c'est des ensembles de recipes qu'on va appliquer. Donc on peut imaginer par exemple, d'ailleurs on en a quelques-uns qui sont utilisés du genre des machines physiques de formation, des machines virtuelles de formation. Donc on peut faire des distinguos comme ça et dire sur des machines physiques, je vais installer tel et tel recipes dans telle et telle version. Sur des machines virtuelles, je vais installer tel et tel recipes dans telle et telle autre version. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qu'on utilise assez peu, nous, à la pratique, en tout cas dans ce contexte formation. Donc sur les postes physiques, comme je le disais, on fonctionne en mode client-serveur. J'ai la moitié de mes slides qui sont explosés dans le truc. Attends, je vais essayer juste de faire une machine arrière. Ah, c'est mieux. Globalement, ce qu'on fait, c'est assez simple. On crée quelques comptes techniques. Principalement des comptes d'administration système sur lesquels on dépose bien les bonnes clés SSH qui vont pour qu'on ait plus besoin de fonctionner avec des mots de passe. On installe le VirtualBox évidemment, et on dépose des fichiers de configuration qui sont utiles à Vagrant, qu'on abordera un tout petit peu après dans la présentation. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile dans cette présentation, parce que finalement, les trois briques qu'on voit, qui sont Vagrant, VUI et Chef, travaillent beaucoup en collaboration, et l'une a presque besoin de l'autre à chaque fois. Donc je savais pas trop dans quel sens les aborder, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'à la fin, vous y retrouverez bien. L'autre point intéressant, donc il y a eu une presse, je crois hier après-midi, sur Capistrano, notamment dans un environnement plutôt cloud, très pratique aussi pour faire du shell en parallèle. Donc là, pareil, d'où l'idée de bien maîtriser ses clés SSH pour pouvoir par exemple faire des apt-get upgrade ou ce genre de choses facilement sur les machines physiques.
Enfin, un point important, une grosse optimisation à faire sur la console de bande passante. Dans un contexte formation, il ne faut surtout pas que les développeurs ils arrivent, genre ils ont un repo local Maven vide et boum on lance le truc, il y a 14 postes qui essaient de télécharger tous la même chose en même temps. Sinon il va falloir une connexion de fou et pour très peu de temps en plus. Donc là pareil, voilà, donc des choses qu'on essaie d'optimiser un petit peu, à la fois sur des problématiques purement de dev Java, comme on peut faire en utilisant repo Nexus pour essayer de minimiser le besoin de bande passante, et en même temps sur l'infra système finalement, où pareil on a des miroirs aussi à péter pour éviter de retélécharger des packages à chaque fois sur internet. Et enfin, le autre point qu'il faudra qu'on aborde un peu mieux demain, c'est tout ce qui est monitoring des postes physiques. C'est pas les serveurs, c'est les workstations, mais ça vaut quand même le coup d'avoir des alertes, de savoir. On a eu quelques fois, c'est très exceptionnel, mais des frises complètes VirtualBox, donc pouvoir détecter ce genre de comportement. Les gens sont pas forcément au courant de ce qu'ils doivent faire dans ces cas-là, et on pourrait essayer d'automatiser des choses autour de ça. L'autre logiciel dont on va parler, c'est une petite brique développée en Ruby qui s'appelle Vue, qui a commencé initialement comme une extension de Vagrant, mais qui maintenant est un produit complètement autonome. Donc l'idée en fait de ce logiciel-là, c'est de facilement créer en fait ce que j'appelle les masters ou basebox. Hein, si à nouveau on garde ce terme officiel de Vagrant. Alors pourquoi on a besoin de faire ça? Parce qu'en fait nous on a besoin de créer des versions desktop et pas des versions serveur nos masters. Donc des versions serveur, on le verra un peu après dans la présentation, notamment avec Vagrant. Il y en a foison déjà, elle est toute prête à l'emploi, vous n'aurez jamais besoin de vous embêter avec Vue si vous travaillez qu'avec des versions serveur. Nous on était dans des cas très particuliers où on voulait vraiment une image bien particulière, et voilà, donc d'où l'idée d'utiliser Vue pour la créer, de manière à ce que Vagrant puisse derrière la réutiliser. L'autre point intéressant, c'est que il a pas mal évolué. Effectivement, maintenant, vous pouvez l'utiliser pour autre chose que purement du VirtualBox. D'ailleurs, avant qu'on utilise VirtualBox, on avait commencé avec du VMware, on a fait des machines arrière, pour des raisons que j'évoquerai pas là tout de suite. S'il y en a qui s'intéressent, je pourrais leur expliquer après. Et donc, commence aussi à faire du KVM, donc qui aurait pu être une solution intéressante qu'on a jetée parce que, comme on voulait quand même virtualiser aussi des environnements Windows. Bon, alors c'était pas un choix qui s'y prêtait bien, et comme Vagrant était vraiment pensé à la base pour fonctionner aussi avec VirtualBox, voilà, on est resté sur des choix. Ces outils-là ont pas mal évolué en fait depuis l'année dernière. J'en reparlerai un peu d'ailleurs après dans la présentation. On a eu des petites galères aussi, et je vous ferai des petits retours d'expérience sur le sujet. Donc comme je le disais tout à l'heure, donc Vue qui propose pas mal de templates de master prêts à être construits. Donc c'est pas des masters, des images toutes finies, en fait c'est pas le produit fini, c'est des gabarits qui vous permettent de créer vous-même votre master et qui souvent servent de source d'inspiration pour créer le vôtre en fait. Et donc justement, d'où la question de pourquoi créer notre master, à laquelle j'ai déjà pas mal répondu finalement. C'était effectivement donc dans l'optique d'avoir une version desktop, francisée aussi, parce que la plupart des templates sont plutôt en local US. Voilà, donc là on avait un besoin assez particulier qui justifiait la création de ce master. Alors, Vue, alors comment il fonctionne? En fait c'est assez simple, c'est globalement il pilote, comme Vagrant en fait, il pilote VirtualBox, et il simule en fait toutes les interactions clavier. Et donc une fois que ça c'est fait, donc il exporte cette VM dans un format compatible en fait ou attendu par Vagrant, de manière à ce que lui derrière puisse créer correctement une instance de VM particulière à partir de ce master. Une fois que ce master donc a été créé, le classique c'est qu'on le déploie sur quelque part sur le réseau, de manière à ce que Vagrant puisse le récupérer du réseau, le ramener en local et créer donc cette fameuse instance à partir de là. Faut savoir que c'est un processus qui est quand même très consommateur en ressources. Sur un portable assez gonflé, j'arrivais presque à friser complètement le portable. Donc voilà, ça prend un peu de temps aussi. Et c'est vrai que c'est assez sympa à regarder les premières fois qu'on voyait toutes les interactions qui sont simulées, les clics, les machins, etc. Il y a pas mal de templates donc qui existent. Quand j'ai regardé il y a une semaine, je crois qu'on en était à 81. Ça bouge beaucoup. Vous avez retrouvé toutes les distribs Linux un peu classiques, mais pas que du Linux, donc du BSD, Solaris, etc., etc. Pour l'installer, Vue c'est un peu plus simple, vu que c'est en Ruby. Vous faites un simple jamais install Vue et c'est bon, ça tourne. Depuis quelques temps, ils ont commencé à faire aussi des templates pour Windows. C'était plutôt orienté Windows Server. Ça s'est un peu ouvert depuis maintenant avec Windows 7. Donc là, on l'a pas encore utilisé tel quel. C'est un sujet qu'il faudra sûrement qu'on approfondisse. On a eu jusqu'à maintenant qu'une seule formation qui nécessitait absolument un environnement Windows, qui est une formation Flex, sur laquelle on tirait toute la pile applicative Adobe. Et là, typiquement, ça serait des choses assez prometteuses.
Donc comment on a créé en fait notre master? On est parti du template donc fourni par Viwi, qui est le Ubuntu 11.10 serveur AMD 64 Ruby 1.9.2. Le nom est un peu long mais assez évocateur. Donc voilà, une Ubuntu 11.10. Alors en mode serveur qu'on a détourné en mode desktop justement. C'était une des premières choses qu'on a fait, et puis qu'on a francisé aussi puisque c'était une locale US par défaut et Ruby 1.9.2 dessus qui est utilisé par Chef. Aucun logiciel particulier dans ce master. On veut que ce soit Chef au moment de la création de l'image VirtualBox, enfin juste après la création de l'image VirtualBox, qui installe tout ce qu'il faut. Donc on voulait surtout pas démultiplier le nombre de masters en fonction des environnements qu'on avait déployés pour pas perdre du temps en termes de maintenance de ces images-là, ce qui est assez chronophage. La seule chose finalement qu'on a fait, c'est même pas tellement installer Chef, parce que par défaut dans le template c'est déjà fait. Ça installe aussi Puppet, et comme on voulait pas utiliser Puppet, on a juste viré Puppet. Donc c'est plutôt l'inverse en fait qu'on a fait. On a viré Puppet et on a laissé Chef. Voilà. Donc comment ça marche très simplement, on a juste besoin en fait. Alors il y a toujours, à chaque fois j'ai mis, enfin presque à chaque fois j'ai mis les alternatives. Soit on passe vers la version plugin Vagrant où on fait du Vagrant Basebox qui est un peu le préfixe, soit on remplace le Vagrant Basebox par Viwi, c'est un peu la même manière de lancer le truc. Quand on fait un define, on peut donner le nom donc en fait du template, enfin du master qu'on veut créer. Donc là ce sera un step info-formation dans l'exemple qui est donné. Et en face et juste derrière donc plutôt le template sur lequel on s'inspire. On n'est pas obligé de passer par un template. On peut directement créer les fichiers qui vont bien, qui feront la définition. C'est juste plus simple à la pratique. Une fois que ça c'est fait, on va en fait éditer. Donc, Viwi va nous créer un répertoire definitions et dedans un sous-répertoire qui va s'appeler, qui va être le nom en fait du template qu'on est en train de créer, enfin du master qu'on est en train de créer, dans lequel on va retrouver trois fichiers. Donc le premier c'est un definition.rb qui en fait indique assez peu de choses, c'est plus finalement quelle est la configuration de la machine virtuelle qui va servir à construire ce master. Donc quel CPU on veut lui allouer, quelle quantité de mémoire on veut lui allouer, et les choses surtout très intéressantes c'est de quel ISO on va s'inspirer pour aller récupérer l'OS qu'on veut essayer de construire, enfin en tout cas le master qu'on veut construire, des infos type MD5 et autres, donc assez peu de choses. Nous le seul changement qu'on ait fait c'est donc voilà, passer sur une version desktop alternate, donc j'insiste bien, sinon ça ne fonctionne pas, et juste changer le MD5 évidemment puisque on se base pas sur le même ISO. Le deuxième fichier, c'est le fichier preseed.cfg, qui là en fait est spécifique un peu à Ubuntu et qui indique en fait lors d'une install Ubuntu quels sont les pré-réglages que vous voulez faire, du style reformater tout le disque, faire du LVM dessus et allouer la totalité du disque dans LVM. C'est exactement la même technique qu'on avait utilisée pour faire les pré-installations, enfin en tout cas l'installation automatisée des Ubuntu version desktop sur les machines physiques. Donc là, pareil, vous avez des exemples qui sont assez intéressants, parce que c'est un peu casse-pied à retrouver les documentations des preseed. Et enfin, le dernier script, c'est le script de post-install dans lequel vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est un script shell qui tournera vraiment à la fin du processus de construction de Viwi, qui est déjà donc préconstruit dans le template sur lequel on s'est inspiré. Et comme je le disais tout à l'heure, on a juste fait enlever Puppet, dont on n'avait pas besoin, histoire d'alléger un tout petit peu la VM. C'est tout. Voilà. Donc pour lancer la construction, une fois qu'on a modifié les templates, un Viwi build du nom du master qu'on veut créer, et comme je l'ai mis en part manger, ça prend un peu de temps. Faut compter, ça dépend un petit peu ce que vous allez vouloir construire et la complexité de votre script de post-install. Moi j'avais des variantes où il y avait pas mal de téléchargements et autres, donc ça prenait un peu de temps, faut compter entre une demi-heure et 1 heure à la pratique, suivant ce que vous faites. Vous arriverez peut-être à accélérer un peu les choses. Faites attention aux ressources que vous allouez aussi à la machine virtuelle qui va servir à construire finalement votre master. Faut l'en donner suffisamment, mais pas trop, sinon vous avez un effet pire que ce que vous vouliez obtenir. Voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez sympa à regarder, surtout qu'on vient du côté dev et qu'on connaît pas trop le côté ops. C'est assez sympa de voir un peu tous ces automatismes en pleine action. Donc voilà. Je ferai pas la démo malheureusement vu les temps de construction, vous en doutez. Que j'arrive pas à passer à la suivante. Voilà, parfait. Une fois que Viwi a fini de tourner, on n'a plus qu'à exporter le résultat de Viwi sous forme d'un fichier .box en fait qui est utilisable par Vagrant. Et une fois que ça c'est fait, le classique c'est qu'on pousse quelque part sur le réseau. Donc là j'ai mis une commande bidon SCP dans l'idée de on pousse sur un serveur web qui est derrière sollicité par Vagrant pour récupérer justement ce master. Donc justement, passons à la partie Vagrant. Donc qu'est-ce qu'il permet de faire lui? Il permet en fait de créer une image VirtualBox en ligne de commande. Donc l'idée c'est vraiment ça, de l'automatisation et de la ligne de commande.
On peut faire beaucoup de choses avec, comme définir la configuration de la VM qu'on veut faire tourner. D'ailleurs, je dis de la VM, c'est un petit peu un raccourci, c'est presque des VM, on reviendra un petit peu, je ferai un petit aparté sur ce sujet-là. C'est une conf qui est très très simple, qu'on verra un peu tout à l'heure, où globalement, c'est un simple fichier texte dans lequel on décrit tout l'environnement qu'on essaie de construire. Dans lequel on va pouvoir définir quelle quantité, enfin combien de CPU on va allouer, quelle quantité de mémoire on va allouer, comment on va fonctionner au niveau des disques, est-ce qu'on va activer le son ou pas. Alors sur la version serveur, vous en foutez, sur du desktop c'est important. Est-ce qu'on a besoin de gérer aussi tout ce qui est la problématique USB? On a fait par exemple une formation Droid, on avait besoin d'avoir des instances VirtualBox dans lesquelles quand on arrivait avec des cas physiques, boum, on les voyait dans VirtualBox et on pouvait déployer dans les téléphones directement. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut automatiser. Voilà. L'autre point intéressant, c'est qu'on peut aussi facilement partager les VM. Une fois qu'on a une VM qui tourne, qui a été créée par Vagrant, on peut quelque part gérer tout ce qui est snapshot, on peut l'exporter pour la réimporter dans une autre machine. Donc quelque part, un mec qui va d'une machine A à une machine B, c'est un coup d'export-import et on migre assez rapidement les personnes comme ça, façon de parler. Donc ça peut être pratique dans certains cas. Et enfin, c'est un outil qui est vraiment pensé pour être intégré avec de l'automatisation. Donc on retrouve notamment des intégrations assez fortes Chef et Puppet. Donc là, au goût de chacun de prendre la solution qui l'arrange. Alors comment ça s'utilise à la pratique? À nouveau, développé en Ruby. Donc pour l'installer, rien de plus simple. Jamais installe Vagrant et vous avez terminé avec un environnement qui est prêt. Derrière, en fait, l'idée c'est de déclarer justement ces fameux masters. Vous allez faire un Vagrant box add le nom du master, enfin le nom de la box en fait ou du master que vous voulez créer et l'URL où il se trouve. Donc là, je vais pas vraiment garder de logique par rapport au master que j'avais un peu créé dans l'exemple de Viwi tout à l'heure. Mais voilà, donc là c'est un exemple qui est plutôt basé sur un master qui est déjà prêt à l'emploi. On en trouve plein, vous en retrouvez plein sur Google, il y en a à foison. Donc là c'est un master, voilà, Ubuntu Lucid. Plutôt version serveur d'ailleurs. Derrière, un simple Vagrant init va nous permettre de créer un fichier Vagrant file en fait qui décrit toute la configuration de la VM qu'on va vouloir lancer. Et une fois que vous avez fait vos modifications de ce fichier Vagrant file, si vous avez besoin de le faire, vous n'avez plus qu'à faire un Vagrant up qui en fait va lancer tout le processus. On reviendra un petit peu après, je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble plus en détail. Faut savoir qu'il y a des choses assez intéressantes aussi avec Vagrant. Facilité pour se connecter en SSH sans difficulté particulière. On peut relancer à n'importe quel moment, et ça c'est un point qui est super pratique. On peut refaire en fait la partie que provisioning, donc en fait l'idée de relancer juste la partie chef et Puppet, tout en ayant la VM qui continue de tourner. Donc ça, soit vous refaites un Vagrant provision et il va juste relancer chef solo ou Puppet, ou alors vous pouvez aussi relancer carrément la VM sans la détruire. On l'a beaucoup utilisé quand on a fait varier notre infrastructure dans le temps. C'est pas forcément très utile dans un contexte de formation où finalement on était sur des durées de vie de VM assez courtes. Par contre, dans un contexte des développeurs qui viennent sur des projets ou pire encore des intercontrats ou ce genre de choses, où on peut être amené à beaucoup faire fluctuer finalement le type de configuration, on peut remettre à jour finalement sans détruire la VM l'environnement. Donc les développeurs qui ont déjà commencé à produire du code ou autre, on peut leur préinstaller des logiciels qu'on n'avait pas anticipés sans leur avoir détruit leur environnement. Donc ça c'est assez pratique. Enfin, évidemment, détruire les environnements, on peut on peut faire toutes les fonctions VirtualBox, globalement, les mettre en pause, les redémarrer après, etc., etc. Donc pas mal d'autres choses qu'on peut faire qui sont assez pratiques. On peut donc notamment bien contrôler la partie réseau comme on peut le faire dans VirtualBox, mais là en automatique, ce qui est sympa. Par défaut ça fonctionne en mode NAT, on peut aussi faire du mode bridge, etc. Même dans le contexte formation, c'est très pratique parce que on va bientôt faire par exemple une formation autour de Cassandra. Je repensais notamment à l'atelier qu'il y a eu hier après-midi où ils sont amusés à faire un cluster, je crois de 36 nœuds. Là ça peut être sympa, c'est permettre aux développeurs de travailler chacun en isolation les uns des autres et surtout pas interférer les uns avec les autres, et en même temps leur permettre à un moment donné de basculer dans un mode on travaille tous ensemble et on crée tous un gros cluster et on peut faire des choses un peu différentes. Donc voilà, là ça automatise assez facilement et on peut faire des choses assez sympas avec ça. Si vous voulez simuler des contextes plus orientés prod, j'allais dire classique, façon de parler, là pareil, vous pourrez carrément simuler des environnements multi-tiers, donc faire tourner plusieurs VM à partir d'un simple fichier Vagrant file, dans lequel vous allez dire cette VM elle a telle IP, cette VM elle a telle autre IP, etc. et autoriser les connexions entre les environnements, soit de manière complètement cloisonnée et visible que sur cette machine, soit vraiment visible sur tout le réseau si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin.
Vous pouvez gérer, automatiser tout ce qui est alors, tunnel, c'est pas le bon terme, en fait c'est plutôt du forwarding de ports qu'ils font. D'ailleurs par défaut on le verra, c'est fait par Vagrant pour la partie SSH. Globalement c'est l'idée que si vous connectez sur la machine physique sur un port donné, en fait il renvoie ça sur la machine virtuelle sur un autre port donné. Donc vous pouvez faire ce genre de mapping de port qui est assez pratique, notamment quand vous avez plusieurs VM qui tournent. Hop. La gestion des dossiers de partage, qui peut être aussi très pratique pour partager des documents donc entre la machine physique et la machine virtuelle, notamment dans un contexte formation où les gens ont peut-être envie de repartir avec ce qu'ils ont fait. Alors on n'était pas tout à fait d'équerre aujourd'hui en prod dessus, mais globalement voilà. Enfin l'idée est là, on n'a pas poussé très très loin l'exercice dessus, mais ça se fait assez facilement. Et donc comme je le disais tout à l'heure, l'idée de pouvoir gérer plusieurs VM à partir du même Vagrant file et de faire la confrézo entre elles. Donc le classique c'est de imaginer, je sais pas, vous voulez une VM qui va être un load balancer, une VM qui va être votre serveur web ou votre frontal web, une autre qui est votre base de données, serveur applicatif, etc. Vous pouvez vraiment gérer toute cette topologie, dire à Vagrant, en fait je veux juste que tu me lances la partie web, que tu m'arrêtes la partie je sais pas, load balancer ou autre. Enfin vous contrôlez vraiment tout ça, c'est bien foutu de ce côté-là. Donc pour rentrer un peu plus dans le concret, pour voir à quoi ressemblent les fichiers, je les segmenté en je crois 3-4 slides à peu près, où je fais des focus un peu différents. Dans un premier temps, en fait, sur la première ligne, tout en haut, le config VMbox, globalement, on identifie le nom du master sur lequel on s'inspire. Alors, c'est pas le step info-formation que j'avais illustré tout à l'heure avec VWI, mais c'est la même chose, en fait, façon de parler. L'URL où on va le retrouver, donc là, bon, c'est un serveur interne, uniquement visible depuis notre structure, qui contient, donc, finalement, le contenu, les quelques gigas de notre image virtuelle, enfin, de notre master, plutôt. Dans le troisième paramètre, alors qui sera peut-être pas très visible du coup avec en gris comme ça, mais on peut contrôler si si VirtualBox va être lancé en mode avec la fenêtre qui apparaît, donc plutôt ce qu'on s'attend à voir pour des formations, ou si on le lance en mode headless. Ce qui est assez utile, notamment en environnement de dev, je fonctionne beaucoup comme ça, je lance finalement pas du tout l'interface VirtualBox, ça tourne en fond de tâche, et quand j'ai besoin vraiment de me connecter, d'avoir l'environnement de desktop, on peut faire le protocole Windows Remote Desktop Connection pour se connecter sur la fenêtre en fait finalement de cette VM qu'on voit pas. Évidemment, sur les postes physiques durant les formations, là on fonctionne en mode où le GUI est affiché directement. Donc un petit exemple commenté, mais où il y a un exemple de comment personnaliser en fait la conf réseau de la VM qu'on va lancer. Donc on peut mettre des plages d'IP bien particulières, etc. Cloisonner comme on le veut en fait. La partie réseau. Enfin, sur le bas du slide, toute la partie customisation de la VM qu'on va créer. Globalement, faut savoir que ça s'appuie sur l'outil qui vient avec VirtualBox, qui s'appelle VBox Manage, qui est un outil en ligne de commande. Donc c'est exactement les paramètres de VBox Manage. Je reviendrai dessus d'ailleurs sur la fin de la presse, en retour d'expérience, on a eu des petites difficultés avec ça, où ça a beaucoup évolué dans le temps. À la pratique, en fait, donc ça tourne. On a donc Chef sur les postes physiques qui vient déposer ces fichiers-là pour les différentes formations. Et là, on a un exemple où c'est statique. En fait, en prod, nous derrière, on fonctionne avec un mode où c'est un template qui vient remplacer, par exemple, le nombre de CPU. On s'arrange pour que ce soit toujours le nombre de CPU qui est dispo dans les machines physiques. La quantité de mémoire, on prend le taquet de la mémoire moins une certaine quantité. Donc voilà, donc c'est dynamique, contrairement à l'exemple qu'il y a ici. Donc d'où l'intérêt d'avoir Chef à plusieurs niveaux aussi. Voilà des exemples où là on est plus dans une version desktop, donc on avait besoin de contrôler la quantité de mémoire qu'on alloue aux cartes vidéo, est-ce qu'on active l'audio, l'USB ou ce genre de choses. Donc voilà, c'était pour montrer à quoi ça ressemble. Le man de VBox Manage est assez bien fait. Vous retrouvez tous les paramètres qui vous intéressent. Pour aller sur la partie Chef maintenant. Donc une fois que finalement Vagrant a pu créer votre environnement au niveau réseau, lancer l'OS, etc. Donc il va faire le provisioning d'applications avec donc Chef dans notre cas, ou Puppet si vous préférez utiliser Puppet. Il peut le faire de plusieurs manières différentes. Vagrant, il peut fonctionner en mode client-serveur au niveau de Chef, ou en mode solo. Et il y a aussi un mode qu'on utilise en fait, c'est le mode solo sur lequel on a toutes les recipes ou cookbooks Chef qui sont stockés sur un serveur web distant. Donc c'est le mode qu'on a utilisé. Ou pareil, on va récupérer un targz sur un serveur qui contient toutes les cookbooks et on indique assez simplement finalement qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va installer. Donc on va retrouver typiquement les cookbooks apt, notamment pour mettre en place le miroir, pour que même dans les VM, finalement on n'aille surtout pas sortir sur internet pour récupérer les packages qui pourraient nous être utiles. Mettre en place toute la connexion SSH, gérer les horloges comme il faut avec NTP, etc., installer Java, Maven, sa version, mais SQL, on essaie de faire un environnement le plus complet possible et qu'on adapte en fonction des différentes formations.
La troisième partie, en fait, c'est les réglages des recettes précédentes. Donc là, on a quelques exemples où, sur la partie horloge, on se capte sur un serveur en particulier. On s'assure du coup que toutes les machines utilisent bien le même serveur, et tant qu'à faire, on en prend un en France. Sur la partie Java, je referai un aparté aussi en fin de presse, en retour d'expérience, on a eu des petites galères avec ça. On a la recipe Java qu'on utilise, c'est une prête à l'emploi, on l'a pas réinventée celle-là. On peut facilement choisir en paramétrage si on veut prendre un JDK Oracle ou un JDK OpenJDK. Et enfin, là, on a été jusqu'à personnaliser un peu plus loin pour dire l'URL où on peut télécharger le JDK, c'est ça, voilà, dans telle version et pour telle plateforme. Pareil pour Maven où on a juste mis des checksums, enfin rien de bien particulier. Et enfin une partie MySQL où on configure, on installe un serveur MySQL et on configure juste les comptes créés. Donc on a pris des choses super basiques parce qu'il n'y a pas vraiment de sécu sensible là-dedans. Donc tous les mots de passe sont durs, on aurait pu faire ça mieux, mais ça suffit amplement. Donc du mot de passe un peu plus basique pour que les développeurs aient un environnement qui se prête bien dès le démarrage. Donc qu'est-ce qui se passe à l'exécution quand vous allez faire votre Vagrant up qu'on avait vu une fois que vous avez modifié donc votre fichier Vagrant file. Donc il va importer en fait le master. Vagrant, ce qu'il fait, c'est qu'en fait il stocke en local le master, une copie du moins du master, et à partir de là il va pouvoir créer des nouvelles VM. Donc il va cloner finalement votre master pour créer la VM que vous lui demandez de créer. Va faire toute la partie configuration réseau, donc là j'étais resté en la conf par défaut, on est en mode NAT. Va faire ce que j'évoquais tout à l'heure, donc le forwarding de port, où en fait il va s'arranger pour que le port 22 de la VM soit disponible sur le port 2222 de la machine physique. De manière à ce que justement dans des modes où vous voulez qu'une autre machine physique puisse faire du SSH, qui est super pratique, par exemple où moi j'avais besoin d'intervenir sur le poste de quelqu'un qui est en formation, je pouvais le faire sans vraiment l'embêter et j'ai juste besoin de me connecter en SSH sur le port 2222 et automatiquement j'arrivais sur la machine virtuelle. Donc ça permet d'éviter de faire des SSH qui sautent de machine en machine. Donc tout ce qui est gestion des dossiers partagés, là il n'y a rien de particulier, j'en avais pas défini. Ça démarre la machine. Une fois que la machine est installée, ça monte quelques dossiers partagés qui sont nécessaires juste pour la partie chef, pour retrouver les fameuses cookbooks qui auront été téléchargés. Et donc derrière on retrouve en fait quoi, les logs d'exécution de chef. Alors ils sont assez verbeux et ça dépend plus de ce que vous faites. Je m'attarderai pas là-dessus. J'ai encore un problème sur l'affichage de mon écran. Pourquoi j'arrive pas à revenir? Ah merde, je suis bête. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc sur la partie maintenant, on revient sur chef, mais cette fois-ci sur la partie poste virtualisé ou VM. Donc comme je le disais précédemment, toujours du chef, mais cette fois-ci en mode solo avec donc des cookbooks déportés sur un serveur web. Donc ça, je me suis attardé pas mal déjà dessus. On a déposé sur les postes physiques quasiment autant de Vagrant files qu'on a de formations. C'est pas tout à fait vrai, parce que finalement on a des sujets qui sont assez proches les uns des autres et on arrive à avoir des piles applicatives un petit peu identiques, mais pas tout le temps. Donc sur une formation Android, on imagine bien packager un SDK Android. Pour quelqu'un qui a pas besoin de faire du dev Android, c'est parfois superflu, donc autant pas l'installer. À nouveau, on a les problématiques qu'on avait sur les postes physiques, consommation de bande passante. Donc là, à nouveau, miroir APT, et on optimise, donc cette fois-ci avec du Nexus, puisqu'on installe Maven dans quasiment toutes nos VM, et donc un repo Nexus qui est préconfiguré pour le poste de dev, pour que on n'ait pas besoin de demander au dev, va lire le wiki pour savoir comment tu dois faire, oublie surtout pas de le faire, sinon tu vas me pourrir ma bande passante, et etc., etc. Donc c'est fait, c'est maîtrisé, et on est sûr qu'il n'y aura pas de soucis, on n'a pas besoin de demander aux gens d'aller lire la doc et de le faire. Point supplémentaire, c'est pour la partie VM Windows. Alors, comme je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, on a fonctionné un petit peu différemment. Globalement, on a créé des masters à partir de VirtualBox directement et on a bêtement copié en fait ces masters-là sur les différentes machines. Donc on n'a pas vraiment super bien outillé le truc. Les outils ont pas mal évolué dessus, on en reparlera après. Maintenant, on peut faire des choses beaucoup plus sympas. Faut se replacer dans un contexte d'il y a un an et comme ça a évolué assez rapidement. C'était pas le cas à l'époque. Là, juste pour montrer un petit peu la création d'un cookbook chef, plutôt orienté desktop pour le coup, Eclipse, donc chose que vous trouverez quasiment pas. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, pourquoi pas, on pourrait sûrement open sourcer certaines des cookbooks. Je sais pas s'il y a vraiment de l'intérêt, on pourrait un peu les adapter pour qu'elles soient vraiment facilement réutilisables. En tout cas, s'il y a de la demande, n'hésitez pas à venir m'en parler. Donc là, comment on a fait alors il y a des bonnes et des mauvaises pratiques dedans, parce que
pareil, on a un petit peu appris au fur et à mesure qu'on a développé nos recipes, mais globalement, en fait, on fonctionne pas, donc pas de package officiel Eclipse, manque de bol. Qui plus est, on voulait pas juste installer un bête Eclipse, mais on voulait installer un Eclipse préconfiguré avec tout plein de plugins, le truc nickel, on arrive, le développeur il s'installe devant, il a rien à faire. Donc la solution elle est assez simple, c'est que dans une VM de test que j'avais créée avec Vagrant, eh ben j'ai installé Eclipse à la main dans un répertoire bien particulier. J'ai configuré, j'ai fait tous mes réglages que je voulais, que ce soit les plugins à installer, les configurations Eclipse, etc. Une fois que c'était fini, j'ai fait un gros TarGZ de tout ce truc-là. Je l'ai posé sur un serveur web et on termine avec le Eclipse, JI, Indigo, machin, etc. -custom.targz. Donc l'idée c'est qu'on va créer une nouvelle VM, on va récupérer ce truc-là, ça va me réinstaller un Eclipse, tout nickel. On fait ça de manière intelligente évidemment, parce qu'on ne veut pas s'amuser à refaire ça à chaque fois que chef va tourner, c'est-à-dire toutes les demi-heures. Donc on vérifie qu'on va faire ça que si il se rend compte finalement qu'il n'y a pas dans USR local Eclipse quelque chose, et donc quelque part Eclipse est manquant. Donc ça c'est la première partie qui est l'installation simple. Le problème c'est que ça suffit pas de faire ça parce que quand vous allez faire du subversion, vous allez vous rendre compte qu'il vous manque des packages, notamment toute l'intégration native entre la partie Java et les bindings natifs donc de la partie subversion. Donc pareil, on automatise l'installation. On est sur des choses beaucoup plus simples, donc on se rend compte qu'en un package, finalement chef c'est super facile à utiliser. Et la dernière partie, c'est pour faciliter un petit peu la vie et la prise en main des VM. On crée des liens symboliques à la fois, surtout sur le bureau en fait, globalement, automatiser le dépôt d'une icône et le développeur arrive, il a le raccourci Eclipse direct dessus, il clique et puis c'est parti quoi. Sur la partie chef. Donc les retours d'expérience, donc qui sont la partie un peu, je pense, la plus intéressante. Comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, résolution de nom, quelque chose d'hyper important. Faites du DNS masquerading, qui est une solution simple, ou alors utilisez un vrai serveur DNS chez vous, ou alors débrouillez-vous pour que le serveur DNS qui est visible de l'extérieur soit le même que de l'intérieur pour vous en sortir. En tout cas, faites attention à bien maîtriser ça. C'est un point important, sinon vous allez avoir beaucoup de soucis. Le deuxième point. Si j'y arrive, je vais mettre. Le deuxième point, voilà, premier retour d'expérience que j'avais évoqué à demi-mot. Oracle a changé, je crois, il y a une semaine ou deux, la manière de télécharger le JDK. On s'est bien fait avoir parce qu'en fait, il faut qu'on autorise des cookies ou qu'il y ait un peu de code JavaScript qui tourne en fait pour pouvoir faire le téléchargement. Et pas de bol, la récipe officielle Java ne fonctionnait plus quand on était en Oracle. On s'en est rendu compte genre un quart d'heure avant de lancer, de créer les VM pour une nouvelle formation. Heureusement, c'était super simple parce que comme on a vu dans un exemple précédent, on avait juste dit qu'on voulait installer le JDK Oracle. Au dernier moment, j'ai fait non, on va faire du JDK OpenJDK et heureusement OpenJDK suffisait pour cette formation. Donc on s'en est bien sorti à la dernière minute. Depuis comme on l'a vu dans l'exemple précédent, en fait, j'ai déposé, comme il le conseille d'ailleurs maintenant, le créateur de la cookbook Java officielle, conseille en fait de l'installer sur un serveur web chez vous et puis en fait de juste référencer cette URL. Donc on est revenu à de l'Oracle sans le téléchargement depuis le site officiel. De toute façon, ça nous est l'économie de bande passante, donc au final, c'était un problème qui nous a apporté des bénéfices. L'autre point, packager le SDK Android, c'est pas du tout fun. Le problème d'Android, c'est que finalement, ce n'est qu'un installeur qui télécharge tout le reste. Et c'est un peu la croix et la bannière pour réussir à automatiser ça. Donc j'ai déjà prévu d'aller en discuter avec les gens de chez Google, voir si on peut un peu faciliter ce truc-là. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment des retours orientés desktop, mais genre de problématique que vous pouvez vous attendre à voir. Sur des parties plus spécifiques à Vagrant, donc possibilité de tester son portable, sur la VM dans son portable, ça c'est super pratique, notamment dans un contexte télétravail. Alors modulo un petit bémol quand même, c'est qu'en référence, souvent j'ai référencé un genre de serveur web interne, donc qui n'était pas forcément présent quand je suis en télétravail, pas forcément accessible depuis l'extérieur. Donc là voilà, en variabilisant et en rendant assez modulaire vos recipes, vous pouvez finalement vous débrouiller pour avoir un mode où vous partez avec votre portable, vous avez tout votre environnement. Donc ça c'est super pratique, et du coup quelque part je fais l'intégration sur mon portable. Je fais ma recette sur une première machine, et une fois que j'ai vu que ça marchait bien sur un des postes, je généralise sur tout le reste. Donc comme on a évoqué tout à l'heure, la possibilité de faire, façon de parler, vivre une VM. Donc voilà, de changer un petit peu ce qu'on a dedans dans le temps. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est super important en contexte desktop, je trouve. Évidemment aussi dans un contexte plus classique de prod, mais on qualifie généralement beaucoup plus les choses, donc on réagit un peu moins à chaud, et voilà, donc là c'est un peu différent sur de la prod classique.
Dernier point, j'avais évoqué Vagrant et Vue qui ont pas mal évolué en une petite année, avec des compatibilités ascendantes qui n'étaient pas du tout garanties la plupart du temps, donc c'était un peu compliqué, et en plus on avait des problèmes supplémentaires qui étaient que Vue était initialement qu'un plugin de Vagrant, et donc quand Vagrant évoluait, Vue n'avait pas eu le temps de suivre tout de suite, il fallait attendre quelques jours, donc revenir sur des versions instables, juste le temps de réussir à dépatouiller la formation et de réussir à recréer tout l'écosystème qui allait bien. On a quand même eu quelques frayeurs à certains moments donnés, mais tout s'est bien passé, où bah finalement j'ai réutilisé des VM qui étaient déjà existantes, et puis j'ai surtout pas recréé des VM, parce qu'on était complètement bloqué pendant un temps. Donc voilà, ça commence à bien stabiliser. Globalement, le problème venait surtout de Vagrant, je pense, qui essayait de trop abstraire l'API de VirtualBox, en tout cas la ligne de commande, enfin les lignes de commande VirtualBox. Et comme maintenant, ils font que finalement passer des paramètres à VBox Manage, qui sont les paramètres officiels, bah, enfin on maîtrise complètement le truc et logiquement il y aura plus de problème de compatibilité ascendante. Donc voilà, donc les problèmes par lesquels on est passé devraient plus trop vous concerner aujourd'hui. Sur la partie Vue, alors même si c'est pas directement Vue, de grosses galères qui sont d'ailleurs toujours pas trop résolues quand il y a des mises à jour de VirtualBox. C'est un peu pénible parce qu'en fait on a un problème avec notre, alors je sais pas si ça vient du cache ou du repo officiel VirtualBox ou autre, mais globalement on se retrouve avec un apt get update qui ne fonctionne plus, qui s'éclate en plein cours de route, et donc le problème c'est comme c'est la première étape qu'on fait dans notre exécution de chef, et ben on se retrouve de ah bah zut dans les VM bah on fait plus rien. Donc là, gros problème. Pas dans les VM, excusez-moi, dans les postes physiques, puisque c'est sur les postes physiques qu'on installe VirtualBox. Quoi qu'il en soit, même une fois ce problème résolu complètement, il y a un autre problème qui apparaît, c'est que dans les masters qu'on crée, on dépose quasiment tout le temps les extensions ou les add-ons, je sais plus comment ça s'appelle officiellement, VirtualBox, qui permettent de bien contrôler en fait l'intérieur de la VM. Et le souci, c'est que si vous avez par exemple VirtualBox version 4.1.12 qui est installée sur la machine physique, et que vous avez un master qui a été créé avec les extensions 4.1.10, vous allez être embêté. Donc il faut tout le temps qu'il y ait les mêmes numéros de version, il faut bien gérer cette synchronisation, sinon c'est un peu compliqué. L'autre point intéressant, ce qu'on a, enfin intéressant, ouais, donc la compatibilité que j'avais annoncé tout à l'heure, effectivement, donc là je suis revenu dessus, je sais pas pourquoi j'en ai reparlé. Ce qu'on a gagné en plus, alors ça c'est un point sympa, c'est on abordait le contexte que dans une partie formation, et puis finalement on s'est rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup plus de choses sympas avec. Donc l'idée de provisionner nos postes de dev, c'était pas un prérequis vraiment au démarrage. Finalement ça s'avère super pratique, notamment quand vous avez des intercontrats qui ont peut-être resté juste dans 2 ou 3 jours, vous voulez pas qu'ils passent une demi-journée à installer leur poste, quoi. Et donc là aujourd'hui on fait tourner Vagrant en 5 minutes, 5 à 10 minutes grand max, on a une VM qui est prête, ils peuvent bosser direct, et on peut aller assez loin dans les intégrations, donc ça c'est vraiment super sympa. On en profite donc pour migrer nos applis internes pour faire de la recette avec Vagrant. Donc globalement, c'est assez simple, hein, juste à committer un Vagrant file dans le gestion de source finalement. Et puis bah, derrière, quand vous voulez créer un environnement de recette, Vagrant up, boum, ça fait tout ce qu'il faut. Donc vous avez un environnement qui est proche de la recette, vous pouvez vous amuser à tester des choses sous forme virtuelle. C'est super sympa, notamment dans un contexte forfait où peut-être vous allez avoir de la maintenance hyper longue. Ça fait genre 8 mois que vous avez pu travailler sur le truc, vous n'avez pas envie de vous embêter à maintenir les serveurs juste pour pouvoir, au cas où, avoir un environnement qui se prête à des tests. Donc là, très rapidement, n'importe quel développeur peut relancer un environnement très pratique. Et bien évidemment, donc Chef pour gérer nos différents serveurs internes. Des petites améliorations qu'on peut apporter, et je terminerai là-dessus. Donc intégration avec Jenkins, il y a un plugin qui est sorti il y a peu de temps qui permet en fait lors d'un build de lancer, de piloter Vagrant. Super sympa. Attends, j'ai encore un problème avec mes slides d'affichage sur mon portable. Hein. Ce qu'il y a de sympa, c'est de pouvoir lancer des tests d'intégration ou de recettes directement dans une VM complète. Donc là, ça peut permettre des choses assez sympas où vous allez virtualiser, j'en sais rien, 3 serveurs, 3 VM, qui sont les différents tiers de votre appli par exemple, et puis faire vraiment du test fonctionnel, Selenium ou autre, mais directement sur cet environnement virtualisé. Donc ça évite de tout ramener dessus et de se ramener au plus proche finalement de la prod. Un petit acronyme maison, façon de parler, mais le concept de Continuous VM Integration, l'idée de faire en fait des nightly builds surtout avec Jenkins pour vérifier et nous prémunir de problèmes comme on a pu avoir avec Oracle, avec le JDK Oracle, donc de tester régulièrement que finalement Chef il va s'exécuter jusqu'au bout, qu'avec Vagrant on arrivera à créer une VM qui soit nickel à chaque fois, et donc chaque matin quand on arrive, on est sûr qu'on pourra recréer une VM sans gros soucis. Windows, donc à nouveau nécessaire sur certaines formations. Ça s'est bien outillé assez récemment, que ce soit à côté Chef, Vagrant et Vue. Ils ont fait beaucoup de progrès sur ce sujet-là. J'ai pas encore beaucoup de retours d'expérience sur le sujet, mais globalement ça évolue plutôt dans une tendance assez positive et ça permet des choses assez poussées. Voilà, donc là il y a un potentiel qui pourrait être assez sympa. Voilà, c'est à peu près tout pour l'instant. Je sais pas s'il y a des questions. Oui.
Alors, donc la question, c'est est-ce qu'on a regardé Eucalyptus ou OpenNebula? Alors, côté Eucalyptus, finalement, on est plus dans un contexte cloud, donc pas tellement orienté desktop, ce qui se prêtait peu en fait à notre contexte. On aurait pu effectivement, mais en fait le cloud n'était pas vraiment nécessaire dans notre contexte puisqu'on est sur un parc qui est figé dans le temps. On n'a pas besoin de gérer. Le côté intéressant du cloud, c'est le côté dynamique ou élastique, on va dire, des choses. Et comme là, on est sur un parc physique de machines qui fluctue assez peu, c'était un peu superflu dans notre cas. Ça pourrait être intéressant pour de la prod classique, on va dire, ou des serveurs de recette. Effectivement, l'idée de provisionner non pas en local les serveurs de recette, mais à distance, c'était pas nécessaire. Donc on n'a pas trop regardé ces solutions-là, on va dire. Une autre question? Personne? Bon, j'espère que ça vous a intéressé. Pour info, juste après la presse, là, donc maintenant, au niveau du stand Step Info, on fait une démo là à nouveau du drone Parrot. Si vous voulez vous amuser à les piloter, c'est le bon moment. Merci à vous.